Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, vendredi 2 juillet. On est encore là la semaine. Mais oui. On est déjà là la semaine. On est déjà là. On est encore là la semaine prochaine. On est déjà le 2 juillet, mais on est encore là la semaine prochaine avec vous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Thierry Moreau. On est ravis de vous avoir ce matin. Plaisir partagé. Voilà, ancien directeur de Télé 7 jours. Vous dirigez Moscat Productions. On vous retrouve sur Twitch. Les mots se mélangent un peu ce matin. Oui. On vous retwitch. On vous retwitch pas encore, mais on vous retrouve sur Twitch. On parlera télé, mais pas que. Prochain direct à 11h. Après cette émission, non, ça en a fait, changé. j'ai pris 15 jours de off. Je recommence la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc sur Trahi Twitch. par un copier-coller. Ah, Non, j'ai été trahi par mon copier-coller. voilà. Bon, donc dans 15 jours, mais enfin bon, vous êtes là avec nous, c'est l'essentiel, avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Gilles, la question du jour? La question du jour, c'est parce qu'on est le 2 juillet. On s'est demandé si vous regardiez la télé quand vous étiez en vacances. On s'est posé cette question. Est-ce que vous regardez la télé? Alors, nos auditeurs disent non à 78% sur le compte de Sud Radio, oui sûr. à 22%. Moi, je pense qu'ils vont regarder la finale du foot. Ils regardent quand même pas mal la télé. Moi, j'aurais pas posé la question comme ça. J'aurais demandé, est-ce que vous êtes satisfait des programmes d'été? Parce que si je prends ma maman, elle me dit, il n'y a rien à la télé l'été. Thierry, alors, c'est vous qui avez dirigé Télé 7 jours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rediffs. Et puis l'été commence tôt. On sent que, alors de plus en plus tôt, parce que les émissions s'arrêtent de plus en plus tôt, donc les grilles d'été commencent de plus en plus tôt. Après, je mettrai un petit bémol. Il y a 4 Français sur 10 qui vont pas en vacances. Il faut jamais oublier que la télévision, c'est le premier loisir des Français. Et donc, je pense que beaucoup de gens vont continuer à regarder la télévision. Alors en plus, il y a le foot, il y a... Puis ça marche toujours les rediffs, les Louis de Funès, ça fonctionne toujours. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai quand même que les programmes d'été sont... à une époque, il y avait des magazines, il y avait des talk-shows, il y avait des grandes sagas. Mais parce que les gens qui font les grilles sont en vacances. C'est aussi simple. Et les annonceurs aussi. Et les annonceurs aussi. Oui, mais ils pourraient anticiper. Ils pourraient anticiper, mettre des émissions un peu différentes l'été. Le vent des moissons, c'est bien. Oui, ça coûte cher. Hein. Oui, ça coûte cher, le vent des moissons. Ouais. Vous êtes daté un peu votre âge. Pour ceux qui s'imaginaient que vous étiez... Excusez-moi d'avoir de la culture. Je sais même pas si ça s'appelait le vent des moissons. Si, ça s'appelait le vent des moissons. Bon, alors Gilles, le zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Les quarts de finale de l'Euro reprennent aujourd'hui sans la France. Ah, c'est une bonne nouvelle Valérie, vu les cas de Covid qui explosent chez les supporters. Des milliers de supporters qui voyagent à travers 11 pays pendant un mois. L'Écosse vient d'enregistrer 2000 nouveaux cas de Covid, la plupart chez des supporters de retour de Londres. Il y en a aussi 300 en Finlande, des fans en provenance de Saint-Pétersbourg. L'Organisation mondiale de la santé sonne l'alarme. Les 3 conditions pour qu'une nouvelle vague d'hospitalisation et de décès arrive avant l'automne sont désormais réunies. Un nouveau variant, le déficit de vaccination et l'augmentation des rassemblements populaires. Et il reste 7 matchs à jouer pendant l'Euro. Je vous ai vu dodeliner. Non, parce que je trouve que c'est vrai d'avoir maintenu cet euro avec des voyages dans tous les pays européens me paraît être une aberration. Le virus Delta donc rebat les cartes et fait réfléchir le gouvernement sur la vaccination obligatoire. Mais le docteur Philippe Juvin a exprimé une autre opinion sur CNews. Il ne faut pas faire peur aux gens, il faut leur donner les informations brutes. Le risque sans vaccin, le risque avec vaccin, le risque du vaccin et les avantages de celui-ci pour la communauté, y compris votre famille. Les gens sont beaucoup plus intelligents que beaucoup de responsables politiques ou sanitaires le pensent. Il faut arrêter d'infantiliser les gens. Quand les gens ont la bonne information, ils se disent « Tiens, je dois être vacciné, moi j'en fais le pari ». J'imagine que vous reviendrez avec vos débatteurs pour en parler. Alors un futur best-seller, Valérie, peut-être un succès de la rentrée. Je ne parle pas du prochain livre de Éric Zemmour, mais pas du tout, madame. Celui de Cyril Hanouna, peut-être bien sûr, un livre sérieux, comme nous le racontait BFM. Un scoop dans Paris Match à la rentrée en octobre. Cyril Hanouna publiera donc un livre, Ce que m'ont dit les Français. Un livre écrit avec quelqu'un qu'on connaît bien ici, Christophe Barbier. Un livre politique. Oui, c'est un livre très sérieux. Le point de départ, c'est au fond Cyril Hanouna, le sentiment d'avoir été un peu médiateur dans ce quinquennat où il y avait une difficulté entre l'exécutif et les gens qui étaient dans la rue, ou les gens qui étaient sur les ronds-points, ou les gens qui étaient... Il a essayé de faire dialoguer tout le monde, en faisant venir notamment des ministres. D'ailleurs, beaucoup de ministres sont venus sur ce plateau. Absolument.
Eh ben, on a Thierry Moreau, spécialiste des médias, qui connaît bien Cyril Hanouna. Pensez-vous donc pourquoi j'ai mis ce son? Paris Match précise que le politologue Jérôme Fourquet a calculé que 10 millions de Français ont vu au moins une fois Cyril Hanouna et 6 millions le suivent régulièrement. Et évidemment, les politiques ont compris cette puissance. Je pense qu'à la place où il a été et avec le tournant qu'a pris l'émission depuis 2017 d'ailleurs, à l'époque où je suis parti, maintenant c'est une émission qui observe les mouvements sociétaux, il a été le premier à recevoir des gilets jaunes, qui témoigne là-dessus, ne me gêne pas. Après, est-ce qu'il a envie de jouer un rôle politique? Lui, je ne crois pas. Je pense que les gens dans son entourage auraient peut-être envie qu'il joue un rôle politique, mais en tout cas, d'observateur politique, ça c'est clair. Il a envie de jouer un rôle dans la campagne en invitant des politiques. Il a envie de faire ce rôle de médiateur qu'il a joué avec les Gilets jaunes à un moment, bien sûr. Et est-ce qu'on arrive à savoir s'il est plutôt de gauche ou plutôt de droite ou pas? Alors, très difficile. Je pense qu'il est humaniste, très clairement, parce qu'il a toujours le cœur sur la main. Il fait plein de trucs caritatifs, donc ça, là-dessus, c'est très très clair. Après, ce qu'il vote, je serais incapable de vous le dire. Voilà. C'est ça qui est étonnant dans le personnage. Oui, mais en même temps, on s'en fout. Enfin, je veux dire, voilà, il fait son rôle de médiateur avec ce TPMP qui a quand même beaucoup changé ces dernières années et qui est maintenant à l'observation de la société et des phénomènes sociétaux. Ouais, il le fait plutôt bien, à mon avis, en tout cas en donnant la parole à des gens qui ne l'ont pas par ailleurs. Voilà. Non, il a eu tous les gens qui faisaient l'actualité, qui sont venus chez eux. Moi, j'ai été scotché le jour où il y avait un problème avec la Turquie. Il avait l'ambassade de Turquie sur son plateau. Voilà, c'est donc. Comment il fait pour avoir les numéros de téléphone de Macron? C'est assez fascinant. Tous les numéros de téléphone des ministres. Alors, je pense que si un jour quelqu'un lui vole son portable, il va être très malheureux. Je pense que dans son portable, il a la terre entière. Voilà, je vous le dis, parce que il a les numéros de tout le monde. Ouais. Et effectivement, et il appelle et on lui répond. Voilà, c'est un phénomène. Après, on aime, on n'aime pas. Il a en tout cas, pouvoir d'attraction, de conviction, et il attire à lui les gens et il arrive à les convaincre. Donc on verra ce que donnera ce livre qui va paraître chez Fayard, donc écrit avec Christophe Barbier. Là aussi, mélange. Oui, mais je pense qu'il a envie de jouer un rôle dans la campagne, très clairement, en observateur, je pense, en médiateur peut-être, comme le dit le journaliste, mais il a envie de jouer un rôle. Vous pensez qu'il aura tous les candidats? Il veut faire une émission, il reçoit les candidats. Ils viendront tous. À partir du moment où quelques-uns viendront et parmi les gros, ils viendront tous, bien sûr. Et Stéphane nous dit attention, il y a l'image et l'homme. Effectivement, ceux qui connaissent l'homme, je pense comme vous, Thierry, ont une opinion un petit peu différente. Bien sûr. Oui, puis c'est fini ou pas votre vie? Genre. Ah bon, genre. Genre. C'est fini ou pas? Non, excusez-moi, j'ai encore 200. C'est incroyable. Jean-Luc Reichmann n'a pas abandonné. C'est dur de redémarrer derrière ça. N'a pas abandonné la question coquine et les réponses sont toujours aussi savoureuses. Surtout qu'on est vendredi. Selon les chercheurs de la London School of Economics, quel moment de la semaine est le plus approprié pour faire l'amour? Bruno? Déjà le vendredi soir il y a Koh-Lanta, donc c'est pas cool. Alors ça dépend des vendredis soirs, il n'y a pas tout le temps Koh-Lanta. Il y a London School of Economics. Non mais attendez, mais après Koh-Lanta, une fois que vous êtes bien échauffé, vous pouvez passer... Non? Bah non, en plus ça finit tard, hein, c'est 23h30. L'eau. Bien sûr. Vendredi c'est pas possible. Ah, ça va être cool ce son quand même. Ouais, pas mal. Hein. C'est très curieux de caler sa vie sexuelle sur les programmes de télévision. Il y avait le X sur Canal à une époque, je trouve que maintenant caler sur Koh-Lanta, c'est étonnant. C'est pas mal. Et pour finir, un petit hommage, restons dans l'aventure avec cette musique que vous connaissez tous. À l'âge de 78 ans, Paul Coulac, qui a composé le générique de Fort Boyard, est donc mort d'une longue maladie. Il faut savoir qu'il a créé... Vous savez combien il y a de musique dans Fort Boyard, Valérie ou Thierry? Non, regardez pas ma fiche. Non, pas du tout. Plus de 300 musiques en fait, parce qu'il y a des musiques suspense, les musiques des ouvertures des portes, les musiques quand les tigres arrivent, et donc il a composé plus de 300 musiques pour Fort Boyard. Et il vient de mourir. Et il vient de mourir. D'un cancer. Petit hommage. Parce que quand on dit longue maladie, c'est un cancer. Oui, il faut le dire. Mais je suis vieux jusqu'au bout, vous savez. Non, mais je suis d'accord avec vous. Oui, cancer. Longue maladie, c'est un euphémisme qui ne sert pas. Il faut parler du cancer et le dire. Et ben, on va passer au. Oui, j'ai pas de transition. Il n'y a pas de pub, il n'y a rien, il n'y a pas de musique. Oh là là, on sent le début de l'été. On sent le début. Allez, les coups de cœur, les coups de gueule. Votre coup de cœur, Thierry Moreau. C'était mon coup de cœur. Alors, j'en ai envoyais plusieurs. Oui, alors il y a Sophie Marceau et Lisa Azuelos qui tournent pour Amazon. Alors ça, je trouve bien que des acteurs et des réalisateurs françaises aillent sur Amazon et sur les plateformes, parce que ça veut dire que c'est une vraie mutation. Moi, j'ai toujours considéré que les contenus globaux, peu importe où ils sont diffusés, au cinéma, à la télévision,
télévision ou sur des plateformes. Et puis le fait qu'il y ait un tandem quand même comme Sophie Marceau, Lisa Azuelos, qui est quand même c'est LOL, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'on va avoir droit à une super comédie romantique signée Lisa et jouée par Sophie. Est-ce que vous ne croyez pas que dans 2 ans ou dans 3 ans, Amazon, Netflix, Apple auront définitivement tué le jeu des télévisions? Je pense qu'il faut arrêter de dire qu'il y a d'un côté les plateformes, de l'autre côté les chaînes. L'exemple, par exemple, le bal de la charité, c'est un parfait exemple d'une super production passé en premium sur TF1 et ensuite diffusé sur les plateformes. Je pense que tout ça, ça va se mêler, que les gens continuent à regarder du contenu audiovisuel différemment, les jeunes de façon courte sur TikTok ou sur des réseaux sociaux, les gens un petit peu plus âgés sur les plateformes ou à la télévision, mais les contenus audiovisuels. Moi, je crois absolument l'inverse. Vous savez pourquoi? Parce que la génération actuelle n'a pas appris à mettre la télé et n'a appris qu'à aller sur les réseaux. Les 15, 20, 22 ans, cette génération-là. Alors, je vais vous donner une information. TikTok vient de passer hier, a annoncé hier que les vidéos maintenant c'était 3 minutes sur TikTok au lieu de 1 minute. Qui vous dit que dans 10 ans TikTok va pas faire des trucs de 50 minutes, de 60 minutes, ce sera du contenu audiovisuel. J'ai pas dit ça. Moi je parle des chaînes TF1, France 2, je parle des chaînes. Mais elles resteront toujours. Il y a une chose moi qui m'a interpellé cette semaine et c'est mon coup de cœur, c'est pour la série Quiz. Je sais pas si vous l'avez vue. Oui, je l'ai trouvée un tout petit peu laborieuse dans la complexité en fait de ces candidats qui s'organisent pour essayer de piéger la production et la chaîne. Je trouvais ça un peu laborieux. Voilà. Alors moi j'ai trouvé que c'était formidable et j'étais étonnée que ça n'ait pas marché sur TF1 et je me suis posé la question de savoir si en fait les séries américaines, enfin les séries où ce type de fiction fonctionne sur les plateformes, mais pas sur TF1. On s'attend pas à avoir des bonnes séries sur le TF1, France 2, des bonnes séries américaines. J'aurais pas dit. C'est anglaise. Hein. Anglaise, oui. Anglaise, oui, par Stéphane Frears, pour élargir. Je sais pas si, je pense que les très bonnes séries anglo-saxonnes auront encore de beaux jours, mais c'est vrai que ça marche plutôt moins bien sur les chaînes linéaires. Après, en ce qui concerne Quiz, j'ai l'impression que d'abord les gens n'ont pas compris que ça parlait de qui veut gagner des millions. Les gens même. Mais Quiz, ça veut rien dire. Excusez-moi, Quiz, ça veut rien dire. Les gens qui n'y ont pas été n'ont pas vu que c'était qui veut gagner des millions. Première chose. Deuxième chose, je pense que ça casse un peu la magie d'un jeu qui était assez mythique parce que il y a eu des grandes dates dans l'histoire du jeu. Qui veut gagner des millions en était une. Et là, ça cassait un peu la magie avec des gens qui essayaient de piéger la chaîne. On savait pas trop si c'était une histoire vraie ou pas, même si c'était une histoire vraie parce qu'il y avait le doc derrière. Voilà, je pense que c'est pour ça que je pense. Et puis c'était un peu complexe quand même à comprendre les présélections, comment ils arrivaient à s'en sortir, etc. J'ai trouvé ça compliqué. Mais les acteurs étaient formidables. Et l'histoire est fabuleuse. J'ai trouvé justement que c'était pas manichéen comme le sont parfois. On savait pas si, c'était pas franchement des salauds. Mais on sait toujours pas. On sait pas si la chaîne. Alors regardez le doc qui est derrière. C'est beaucoup plus évident quand même dans le doc. Oui, c'est plus clair. La démonstration. Mais il n'est toujours pas définitivement condamné. Et vous le pensez coupable ou pas? Votre intime conviction? L'intime conviction, je pense qu'ils ont essayé de piéger la prod, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Et votre intime conviction? Oui, je pense aussi, moi. Je pense aussi. Mais regardez-le, ça passe sur Salto, c'est en replay sur TF1. C'est moins cher sur MyTF1 que sur Salto. Oui, c'est moins cher, effectivement. Mais c'est vrai que c'était en avant-première sur Salto. Et je ne sais pas d'ailleurs si l'émission n'a jamais été diffusée au final. Donc de toute façon, il n'avait pas accès à ses gains. Il y a toujours blocage de toute cette histoire. Tant que l'histoire n'est pas terminée et que les appels ne sont pas épuisés, l'histoire est en cours. Mais après, ils obligeront sûrement à diffuser l'émission si jamais ils gagnent pour qu'ils puissent toucher ses gains. Alors je ne sais pas si la loi est la même en France. En France, tant que le jeu n'est pas diffusé, vous ne touchez pas vos gains. Je ne sais pas si c'est pareil en Angleterre. Alors Maya nous dit, je suis d'accord avec Gilles, je travaille auprès des jeunes et je peux vous dire qu'ils ne jurent que par Netflix, au point même que quand je parle de films au cinéma, ça leur parle de moins en moins. Netflix prend de l'ampleur. Et je répète toujours cette question, qu'est-ce que vous regardez à la télé? On me répond, je ne regarde pas la télé. Et on me répond, je regarde Netflix ou Amazon Prime. Enfin, c'est les plateformes qui aujourd'hui prennent le. Parce que c'est le nouveau mode de consommation. Absolument. Mais ça reste de l'audiovisuel. Gilles, vous aviez un coup de cœur ou je vous l'ai piqué? Non, j'avais ce coup de cœur-là parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et allez le voir en replay si vous l'avez pas vu, vous serez pas déçus. C'est un vrai bon conseil. Et j'ai un autre coup de cœur. J'avais un coup de cœur bis, mais parce que c'est l'été, ce sont les vacances et vous avez peut-être vos enfants avec vous le matin. Et si vous voulez avoir quelque chose de nouveau, c'est sur sur France 4 arrive Idéfix. Alors c'est rigolo parce que Idéfix c'est le chien de Astérix et d'Obélix. Et donc pour la première fois
fois, Idéfix s'appelle Idéfix et les Irréductibles, et ils ont décidé d'en faire une production de 52 épisodes de 11 minutes pour les 5-10 ans. Et je trouve ça bien, et c'est une société française qui produit, et je trouve ça bien que nos personnages soient aussi des héros, et qu'on a dans nos écrivains, dans la littérature et dans la BD, des choses qu'on peut faire en animation, et je trouve ça plutôt bien. Donc c'était mon coup de cœur d'avoir commencé à produire des choses qui sont... Lisa Azuelos, vous avez vu qu'elle a été interpellée par Alain Delon, qui a dit qu'il adorerait tourner avec elle. Oui. Je ne sais pas si elle donnera... C'est marrant parce que dans cette interview, on apprend qu'il a très envie de retourner, quoi. J'ai trouvé que son élocution était quand même assez laborieuse. Très compliquée, mais même chose pour Jean-Paul Belmondo, qui a pourtant tourné des films, même avec une élocution un peu compliquée. Je pense qu'il veut... il a envie de continuer. Il a envie de continuer, c'est ce qu'il tient. Vous aviez un coup de cœur bis également, Thierry Moreau. Un coup de gueule. Jim Morrison. Jim Morrison sur Arte ce soir, deuxième partie de soirée. Ce sont les derniers jours de Jim Morrison à Paris, parce que ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que ce groupe mythique mondialement connu, Jim Morrison a passé ses derniers jours à Paris. Il est mort de des conditions compliquées. On ne sait pas très bien si c'était dans une boîte de nuit, parce qu'on l'a retrouvé dans une baignoire chez lui. On ne sait pas si le corps a été transporté. Mais surtout, ce doc est très bien fait parce qu'il y a des témoignages, et surtout une musique d'enfer, quoi. Donc regardez-le, c'est deuxième partie de soirée sur Arte. Vous pouvez le voir sur la plateforme si vous voulez pas vous coucher tard. Voilà. Et un coup de gueule, donc votre coup de gueule. Le coup de gueule, c'est l'ASO qui retire sa plainte contre la téléspectatrice à la pancarte. Je trouve que c'est un manque de soutien aux coureurs qui ont posé le pied l'autre jour, qui se plaignent des intrusions des téléspectateurs sur la route. Et alors moi surtout, ce qui m'a sidéré, c'est que cette jeune femme, elle s'est présentée à la police en disant qu'elle ne supportait plus la pression médiatique qui l'entourait dans cette affaire. Sauf que pourquoi elle a mis cette pancarte? Parce qu'elle voulait que les caméras du monde entier voient le message qu'elle passait à son grand-père et sa grand-mère. Donc à un moment, quand on veut jouer avec les médias du monde entier, on a après une pression médiatique. Oui, mais vous croyez pas que cette pression... Il faut faire un exemple. Oui, mais ça, je suis désolé, elle a mis la vie en danger, la vie d'autrui en danger. Je pense que c'est un vrai problème. J'étais très partagée hier, parce que j'ai écouté effectivement les différentes informations. Ils veulent apaiser Christian Prudhomme, mais ils ont peur du bad buzz. Je pense que Christian Prudhomme a peur du bad buzz parce que les gens au bord de la route, ils mettent leurs pancartes, ils sont contents, mais attention, c'est dangereux. Faire un exemple, à la fois j'entends que cette femme s'est excusée, etc., et je me dis que ça peut, si on la condamne ou si on attaque, ça peut donner, mettre un peu de plomb dans la cervelle à ceux qui se comporte de façon irresponsable. Est-ce qu'il y a mis en danger la vie d'autrui? Oui, mais elle n'a pas voulu faire mal. Vous avez compris ce qu'elle a voulu. Elle a vu la télé. Ça me fait penser, mais c'est quand mes enfants font une bêtise, ils disent pas fait exprès. Et alors, c'est pas une raison? Excusez-moi. Oui. Je sais pas. Oui, mais c'est vrai que... En tout cas, il y a des coureurs qui ont porté plainte. Mais bien sûr, et je pense que... En plus, parce qu'il y en a qui ont eu leur carrière complètement Ce qui me gêne surtout, c'est que ASO, par ce retrait de plainte, ne maintient pas son soutien à ces coureurs qui ont été blessés. Certains ont été gravement blessés, certains ont abandonné. Et donc, c'est un manque de soutien, je trouve, de l'organisation pour ces coureurs qui se plaignent régulièrement de tous ces phénomènes d'intrusion, de gens qui ne viennent pas pour le vélo, mais pour passer un message à la télé. C'est terrifiant. Juste pour revenir sur Jim Morrison, il y a Sam Bernett, que vous connaissez peut-être, qui a écrit beaucoup de choses et qui a vécu vraiment les 3 derniers mois de Jim Morrison, qui était au Rock'n'Roll Circus le jour où il est mort, a priori dans les toilettes. Donc allez chercher il avait écrit une bande dessinée qui était très bien, Jim Morrison. Gilles, un coup de gueule? Moi, mon coup de gueule, et puis c'est un petit clin d'œil à Eric Revel qui travaille aussi sur cette radio. Vous savez qu'il dirigeait Azur TV, et Azur TV s'arrête à partir de lundi. Dès ce lundi 5 juillet, les chaînes deviennent BFM Nice, BFM Cannes. BFM a racheté tout un réseau de télévision régionale, et au-delà de saluer le travail qu'avait fait Eric, puisque Azur TV, on en parlait, c'était assez étonnant parce que ils avaient une notoriété avec des jolis coups. Exactement. Mais dans tout ça, moi, ce qui me parle, c'est que c'est des échecs de la télévision régionale. On est un des rares pays où la télévision régionale n'existe pas. Il y en a énormément en Allemagne, sur chaque Länder à sa télé régionale. Il y en a évidemment aux États-Unis, plus pour des histoires de fuseau horaire. France 3, non? On a un truc qui s'appelle France 3 Région. On a c'est ça. Je pense qu'il y a deux explications. Je pense que France 3 a tué les télévisions régionales qui existent en Italie. Il y a énormément de télévisions régionales et qui ont des poids très forts, qui sont financés par les conseils régionaux, qui ont des poids politiques, puisqu'on parle de l'abstention des régionales. Peut-être, on n'a pas beaucoup de médias qui parlent de région. On pourra en parler. Justement, peut-être que c'est une bonne chose que le groupe. Il va faire de l'info. C'est un problème de modèle économique. Je pense que quand on a un réseau qui s'appelle BFM et qu'on a
des antennes régionales, économiquement, c'est beaucoup plus facile de vendre de la pub que quand on est une seule chaîne en région. Et puis le poids de la PQR aussi, qui est encore très importante en France, qui a sans doute aussi un peu tué le game. Et vous l'avez dit, le poids de France 3. Oui. Sylvie nous dit à propos d'ASO, le lendemain il y a eu une chute, il n'y avait pas de pancarte. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec ASO? On peut comprendre qu'ils aient retiré leur plainte. On a eu notre consultant Pascal Chanteur qui racontait qu'il y avait quand même un vrai problème de signalisation et de traçage. Hein. Donc c'est voilà. Oui, on n'a pas eu le temps d'aborder. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Oui, les bouleversements dans les chaînes d'infos avec des passages. De gens de BFM qui vont sur LCI, des centres de LCI qui vont sur CNews, etc. L'argent n'a pas d'odeur. Je suis un peu d'accord avec vous, c'est-à-dire que à partir du moment où ces chaînes doivent avoir une vraie identité et une vraie ligne éditoriale, normalement on ne doit pas pouvoir passer si facilement de l'une à l'autre. Je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est et LCI qui se cherche visiblement toujours. Mais je pense qu'ils vont finir par se trouver. Je pense que là ils ont décidé de recruter des gens pour mettre des débats de fond. Je pense que c'est la vraie carte qu'il faut jouer. Oui, à part que c'est pas leur statut. Alors, statut, c'est pas le débat. Le débat, si. Si, débat, si. Le breaking news, non. Alors non, pas trop de breaking news, mais du débat. Et je pense que si on renforce avec des fortes personnalités et surtout des gens qui apportent des débats de fond par rapport à d'autres chaînes info, je pense qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Ça passe vite avec. C'est un vrai enjeu. Oui, ça passe vite. On serait bien resté plus longtemps. Voilà. Merci à vous. On se retrouve. Et on aura Jean-Pierre Pernaut lundi. Je voulais le dire à nos auditeurs. Oui, qui lance un nouveau magazine, le magazine des régions. À ne pas louper lundi. Absolument.